La micro-analyse, l'analyse de l'infiniment petit. Des fibres textiles ou végétales que l'on retrouve sur un vêtement, des traces de peinture, de la terre sur une pelle, sur des bottes ou des pneus de voiture. Le grain de sable qui peut confondre un criminel. La micro-analyse fait appel à des sciences comme la chimie, la physique, la géologie et à des techniques très complexes en laboratoire. Nadine Mera, vous êtes d'abord chimiste. Oui, tout à fait. Je suis docteur en chimie avec une formation en chimie organique et en chimie des matériaux. Chimiste, et vous travaillez pour la police scientifique. Qu'est-ce qu'on vous demande d'analyser? Alors, on analyse des fibres, des peintures, des verres, des encres de maculation, des gaz lacrymogènes, de nombreux indices. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce qu'on attend de votre travail? La plupart du temps, on nous demande de faire des comparaisons. Comparaison entre un indice de question que l'on a retrouvé par exemple sur une scène de crime, une fibre, et un indice de comparaison qui est un indice connu et qui est, par exemple, un vêtement retrouvé chez un suspect. On vous demande de dire si les fibres du vêtement sont les mêmes fibres que celles retrouvées sur la scène de crime. Voilà, la comparaison servant à savoir si ça provient de la même source. Alors justement, on va s'intéresser aux fibres. Combien de temps des fibres restent-elles sur un vêtement? Tout dépend des circonstances des faits et du vêtement lui-même, de ce qui s'est passé après les faits, si le vêtement a été bougé. Donc, si la personne est décédée, le vêtement ne bouge pas. Si la personne est vivante, le vêtement va bouger, donc va perdre ses fibres, enfin les fibres extérieures au vêtement. S'il a été lavé, si c'est à l'extérieur, le vent, la pluie, tous ces phénomènes font qu'il y a une perte de fibres. Et si ce vêtement il a été lavé, et même lavé plusieurs fois, est-ce qu'on peut encore espérer y trouver des fibres? Non, la probabilité, s'il a été lavé, la probabilité de retrouver des fibres est très faible. Sur la veste de Madame Descaves, retrouvée assassinée dans son bureau, il y avait les fibres minuscules d'un pantalon de jogging. La micro-analyse a parlé et dénoncé Pierre Dubois, l'adjoint de Madame Descaves. Le 21 avril 1993, au beau milieu des vacances de Pâques, la principale d'un collège difficile à Troyes, en Champagne, Denise Descaves, est retrouvée assassinée dans son bureau. Il est 13h35. Elle a été éventrée à coups de coupe-papier et étranglée avec le fil du téléphone. Ce que je vois déjà en rentrant dans son bureau, c'était des fauteuils bizarrement collés contre la cloison, dégagés du bureau de Madame Descaves, des choses un petit peu éparpillées, on voyait qu'il y avait des traces de lutte. Les traces de lutte se voyaient aussi sur le cordon du téléphone qu'elle avait autour du cou, parce que le cordon à l'origine était blanc et qu'il était devenu rouge. Et puis j'en ai déduit évidemment que la scène avait été sauvage, et puis qu'elle s'était défendue, qu'elle s'était débattue, et que si on l'a retrouvée là, c'est qu'elle était venue, à mon avis, essayer de téléphoner pour appeler du secours. Très vite, l'enquête s'oriente vers un certain Pierre Dubois. C'est l'un des adjoints de la principale. Pierre Dubois et la victime se détestaient. Ils étaient constamment en conflit ouvert. Les policiers croient à une altercation entre les deux ennemis qui aurait mal tourné et ils interpellent Pierre Dubois. En garde à vue, il avoue rapidement, dans un premier temps, mais ses aveux ne correspondent pas aux constatations et le lendemain, il revient sur ses aveux. J'ai simplement en face de moi une personne qui me dit j'ai avoué, et pas rien, un meurtre, et j'y suis pour rien. Donc la seule chose que l'avocat peut conseiller dans ces cas-là, c'est que la personne se rétracte. Il ne m'a pas expliqué en détail pourquoi il a passé des aveux, mais il m'a simplement dit qu'il était là, par lassitude, donc il a avoué. La piste Dubois se referme. Du coup, la police décide d'explorer la piste des jeunes délinquants ou des jeunes toxicos, anciens élèves. Madame Descaves, et ça c'est tout à son honneur, voulait un peu assainir ce qui se passait autour du collège. Il faut quand même savoir que le collège est dans une ZEP et que c'est pas que des enfants de cœur. Et qu'il y avait quand même des problèmes de drogue. Mais cela ne donne rien non plus.
L'enquête patauge. Alors, pour tenter de sortir de l'impasse, plus d'1 an après le meurtre, le juge demande une reconstitution grandeur nature. Donc nous avions un numéro autour du cou et suite de ça, nous avons refait un petit peu, si je me souviens bien, les circuits. Nous avions repris nos places où on était et on a refait un peu les circuits. On avait peut-être chacun un inspecteur de police. Et on racontait un petit peu la journée qui s'est passée lorsqu'il y a eu le crime. Une dame qui s'est mise dans le bureau de Madame Descaves et qui a crié pour que les enquêteurs se rendent compte jusqu'où elle pouvait être entendue, si elle avait appelé au secours, si elle avait crié. Contrairement à ce que dit le médecin légiste, le meurtre ne peut avoir lieu qu'entre 12h05 et 12h35. Et pendant cette demi-heure-là, Pierre Dubois n'a pas d'alibi. Et surtout, c'est l'heure qu'il a donnée lors de ses aveux. Ce détail saute aux yeux du nouveau commissaire qui hérite de l'enquête. Il interroge à nouveau, lui-même, les principaux témoins, notamment Yvette Marion, agent de service au collège. C'est elle qui a annoncé le meurtre à Pierre Dubois le soir même. Ben, je lui ai dit, on a tué Madame Descaves. C'est tout. C'est tout. Et il m'a répondu, ben, il fallait que ça arrive, on est toujours tout seul pour travailler. Comment pouvait-il savoir qu'il travaillait seul? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Vous n'êtes pas au courant de quelqu'un, de la mort de quelqu'un, vous savez comment il est mort. Ensuite, il rentre chez lui, il est 19h, il n'en parle pas à sa famille, et il va se coucher à 20h, tranquillement. Alors que tout le monde est là sur la scène de crime. Il ne va pas se renseigner. Enfin, chacun a sa personnalité. Mais enfin, on peut quand même, quand on est policier, se poser légitimement quelques questions. 3 ans après sa première garde à vue, Pierre Dubois est à nouveau arrêté. Son interrogatoire dure jusqu'à 3h du matin. Mais Dubois n'avoue pas. Sans preuve formelle, il est donc remis en liberté. C'est alors que l'affaire tombe entre les mains d'un nouveau juge. Et la juge a une idée. Elle s'intéresse à un pantalon de jogging que Pierre Dubois avait porté le jour du meurtre, saisi lors de sa première garde à vue. L'expert m'a appris qu'on pouvait également faire des expertises sur les fibres elles-mêmes, qu'on pouvait analyser les fibres du pantalon. Et ça, c'était intéressant, puisqu'on sait que des fibres avaient été saisies sur la veste de Madame Descaves, et que donc, si on analysait les fibres du pantalon, on pouvait éventuellement les comparer. Les conclusions du laboratoire sont sans appel. Sur les 213 fibres prélevées sur la veste de Madame Descaves, 65 correspondent à celles du jogging de Pierre Dubois. D'après l'expert, il existe une très forte probabilité pour que ces fibres proviennent bien de ce pantalon. Il nous manquait l'élément matériel, on l'a. Quand on connaît les liens qui les désunissaient, si on peut dire, entre mon épouse et lui-même, hein, comment peut-on imaginer qu'il y ait des fibres en quantité aussi importante? Ce sont des fibres rigoureusement identiques. Hein. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai dit, mais c'est lui. À partir de cet élément qui, pour moi, c'était une preuve, une vraie preuve. Pierre Dubois est alors renvoyé devant les assises. 3 procès ont eu lieu et par 3 fois, il a été condamné pour le meurtre de Denise Descaves, bien qu'il clame toujours son innocence. Nadine Mera, concrètement, comment faites-vous pour comparer 2 fibres? Vous commencez par quoi? Alors, pour comparer les fibres, on va d'abord commencer par l'examen sous stéréomicroscope, qui nous permet de travailler en même temps qu'on examine. Donc on peut faire des recherches de fibres sur des bandes adhésives qui ont été déjà réalisées par les enquêteurs. On va regarder sous le stéréomicroscope la bande, rechercher la fibre de question, la pointer, la prélever. Et on peut aussi, sous le stéréomicroscope, si on a un échantillon de fibres sous forme d'amas de fibres qui a déjà été prélevé avant par les enquêteurs, à ce moment-là, on pourra faire une vérification de l'homogénéité de l'échantillon et on pourra aussi faire un premier tri. Donc là, on était dans le cas de figure où les enquêteurs vous apportent des fibres prélevées par eux.
Mais quand on vous apporte à vous, au laboratoire, un scellé judiciaire que vous avez à ouvrir et qui contient un vêtement, par exemple, alors comment allez-vous retrouver des fibres, si elles existent, sur ce vêtement? Comment allez-vous faire? Alors, nous allons prendre des bandes adhésives et nous allons faire le prélèvement, bien sûr avec toutes les précautions nécessaires, donc port de blouse, charlotte, gants, évidemment. Et on va aller tout simplement prélever sur un vêtement. Je vais ouvrir ma bande adhésive. Et on va tamponner avec la... Voilà, en plusieurs endroits. Là, je vois les fibres. Et ensuite, on dépose cette bande adhésive sur la feuille. Donc là, vous avez une bande adhésive sur laquelle se trouvent des fibres qui ont été prélevées sur mon vêtement. Vous allez placer cette bande adhésive sous le stéréomicroscope, microscope à faible grossissement. Et à partir de là, comment allez-vous déterminer les différents types de fibres qui se trouvent sur le support? Si on a un vêtement de comparaison qui a des fibres rouges, on va rechercher sur l'autre vêtement, le vôtre par exemple, ces fibres rouges. Donc on va sélectionner toutes les fibres rouges qui, sous le stéréomicroscope, ont les mêmes caractéristiques, les monter entre lame et lamelle et les regarder sous microscope. Et là, on commence vraiment tout le schéma de comparaison des fibres. Si en comparant avec le microscope, vous avez deux fibres qui ne correspondent pas, que faites-vous? Alors, si les fibres ne correspondent pas, on a fini l'analyse. Si en revanche, vous découvrez les fibres rouges sur ma manche, alors, si ces fibres rouges sont identiques à l'examen sous le microscope, à ce moment-là, on va faire une analyse par microspectrométrie infrarouge. On va déterminer ce qu'on appelle la classe générique de la fibre. Donc on pourra dire avec certitude si c'est une fibre de polyamide, une fibre de polyester ou de l'acrylique ou de la viscose. C'est par cet examen-là. Mais est-ce qu'on pourra affiner encore plus et dire si c'est la fibre du vêtement, exactement la même fibre que la fibre de comparaison qu'on vous a apportée? Non, on à 100%. Non, à 100%, non, on ne pourra pas dire que c'est la fibre du vêtement. Et il y a rien qui permet vraiment avec certitude de dire, voilà, ces fibres se sont rencontrées, ces deux vêtements se sont touchés, la veste de l'auteur, de l'assassin, avec le pull rouge de la victime. Il n'y a pas quelque chose qui permet quand même de trouver? Alors, disons que quand on obtient un transfert croisé, la probabilité est beaucoup plus importante. Qu'est-ce que c'est un transfert croisé? Alors, un transfert croisé, c'est que lorsque l'on observe sur le vêtement de la victime des fibres qui sont identiques au vêtement du suspect, et aussi sur le vêtement du suspect, des fibres qui sont identiques au vêtement de la victime. Ça veut dire que dans mon prélèvement, dans ce que vous m'avez prélevé, on retrouverait aussi sur le pull de la victime, si je suis l'auteur, le pull rouge, des morceaux de ma veste bleue. Voilà, tout à fait. Quand est-ce qu'on se tourne vers vous? À quel moment on se tourne vers vous? Est-ce que vous êtes un peu la dernière chance, parfois, pour trouver quelque chose? Oui, tout à fait. Donc, ça sera plus souvent lorsqu'il n'y a pas de vœux ou pas d'ADN. Que là, les fibres seront vraiment utiles, mais bon, ce n'est pas systématique. On peut aussi faire une recherche de fibres avant. Pas d'aveu, pas d'ADN. C'est aussi ce qui a gêné le juge Thiel, qui a instruit l'incroyable affaire Simone Weber. Il soupçonne fortement Madame Weber, une quinquagénaire aux allures de gentille mamie, d'avoir tué son ancien amant. Mais elle nie l'évidence, et c'est la micro-analyse d'un parpaing qui va tout faire basculer. Fin juin 1985, Bernard Etier, un homme de 55 ans, disparaît. Sa fille a des soupçons. 3 ans plus tôt, son père a eu une liaison avec une veuve de son âge, Simone Weber. Mais la rupture s'est mal passée. Et Bernard Etier se sentait persécuté par cette femme. Je savais le harcèlement qu'elle avait sur lui, elle le surveillait nuit et jour, elle savait ses moindres allées et venues, elle notait sur un cahier à quelle heure il arrivait chez lui, à quelle heure il partait, à quelle heure il est rentré chez une telle personne. Donc quand j'ai su qu'il était parti avec elle, non, là j'ai eu peur. Le soupçon se renforce lorsque l'employeur de Bernard Etier, les établissements Solvay, reçoivent un arrêt de travail à son nom. Ils préviennent sa famille. Il n'avait rien de l'écriture de papa, il manquait la moitié des renseignements, le numéro de sécurité sociale n'était pas correct, enfin, il y avait des tas de choses qui... Donc là, j'ai dit, quelqu'un se fait passer pour lui en envoyant un arrêt de travail.
La police prend les choses en main et interroge les voisins du dessous de Simone Weber qui racontent de drôles de choses. Un homme est entré avec Simone Weber dans l'immeuble l'après-midi de la disparition de Bernard Etier, mais il n'est jamais redescendu. Le lendemain soir, vers 22h30, les voisins ont entendu un bruit sourd, comme un corps qui tombe, puis un bruit de moteur, comme un aspirateur qui ne se déplace pas. Dans la nuit, Simone Weber a descendu plusieurs sacs poubelles qu'elle a chargés dans sa voiture avant de partir au petit matin. Pour nous, de plus en plus, on commence à penser que non seulement elle le séquestre, mais qu'elle l'a fait disparaître. Reste à trouver les preuves. Alors les policiers filent Simone Weber, la mettent sur écoute. Ils comprennent que c'est sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, qui cache la voiture de Bernard Etier. Les policiers retrouvent la voiture à Cannes, dans un box que les deux sœurs ont loué. Là, on a quand même déjà de quoi demander un certain nombre d'explications à la personne qui est ainsi mise en cause en disant comment se fait-il que vous vous retrouvez en possession de ce véhicule. Le 8 novembre 1985, les policiers arrêtent les deux sœurs, l'une à Cannes, l'autre à Nancy. C'est vrai qu'on pensait, on s'est dit, tiens, les deux là, bon, c'est des deux mamies, les deux grands-mères. En langage policier, on s'est dit, elles vont s'allonger rapidement, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Mais face à l'évidence, Simone Weber nie et tient tête aux policiers. Seule sa sœur avoue connaître l'existence de cette voiture, mais elle la gardait, dit-elle, pour rendre service à Bernard Etier. Quand on est face à autant de pièces à conviction, les aveux sont-ils nécessaires ? Il faut tout de même s'expliquer sur le fait d'avoir tout cela chez soi, sur le fait de le cacher soigneusement. Pendant ce temps-là, la perquisition chez Simone Weber se poursuit. C'est assez surprenant parce que dans les meubles, on trouve plein de documents, plein de choses anciennes. On trouve des armes aussi. Près de la fenêtre de la salle à manger, il y a une carabine 22 long rifle avec un silencieux ajusté sur le canon. Le juge Thiel inculpe Simone Weber pour le meurtre de son ancien amant et sa sœur Madeleine pour complicité. En ce qui concerne la disparition de Bernard Etier, on avait bien sûr avancé parce qu'on avait quand même la voiture qu'on cherchait désespérément depuis plusieurs mois. Et puis on avait comme des manœuvres frauduleuses pour la cacher, pour faire disparaître en plus le passeport, le chéquier. Donc on se disait pourquoi ils font disparaître le chéquier et le passeport alors qu'ils gardent la carte grise, tous des éléments. Si vraiment ils pensent qu'il est vivant, pourquoi brûler son chéquier? Alors tout ça, ça nous confortait dans l'hypothèse que Simone Weber l'avait fait disparaître. Mais bon... pas d'aveu. On n'avait pas d'aveu, bien entendu, et puis pas le début d'un commencement de preuve pour un homicide. Les policiers ont beau retourner le jardin et la maison dont Simone Weber a hérité d'un précédent mariage, rien. Pas de corps, aucune trace suspecte. C'est alors qu'ils sont avertis. 9 mois plus tôt, un tronc humain a été retrouvé dans la Marne, à 350 km de là. Le tronc était dans une valise, lesté par un parpaing sous un arbre. S'agit-il d'une partie du corps de Bernard Etier? Selon l'autopsie, c'est le tronc d'un homme d'une 50aine d'années, découpé à l'aide d'un engin mécanique. Lorsque l'on découvre le tronc de Poincy, on fait des expertises. Il n'y a pas marqué Bernard Etier dessus, il n'a pas sa carte d'identité dans sa poche. Donc on va essayer, avec les techniques de l'époque, d'essayer de voir déjà si ça peut correspondre, s'il y a des éléments d'exclusion, soit, et on en tire les conséquences. Et s'il n'y a pas d'éléments d'exclusion, d'essayer d'établir des éléments d'identification plus performants. L'identification est ardue. Un expert a l'idée de comparer des radios du bassin. Chez Monsieur X, donc la radiographie du bassin, il y avait sur le pied de la sacro-iliaque un certain nombre, on va dire, d'anomalies que l'on retrouvait sur la radiographie de Monsieur Etier. Des indices sérieux
Mais pas de preuves formelles. Il faut trouver autre chose. Une identification grâce à l'ADN? À l'époque, c'est techniquement impossible. Alors, les enquêteurs s'intéressent aux parpaings qui ont servi à lester la valise où se trouvait le tronc humain. Le tronc est lesté par des parpaings, des agglos un peu similaires à celui qui est ici dans le jardin. Et sur ce parpaing, on constate des traces de peinture bleue qui est similaire à celle que l'on voit ici, qui a servi à peindre l'avancée de toit. Les policiers prélèvent un morceau de l'avancée de toit pour récupérer un échantillon de cette peinture bleue. Une nouvelle expertise scientifique est demandée. Et cette fois, c'est la bonne. L'analyse de la composition chimique des peintures apporte la preuve que le juge et les policiers attendaient. L'analyse de la peinture bleue du parpaing servant à lester la valise était la même composition que la peinture dans la maison de Simone Weber. Sous la peinture, j'ai trouvé des grains de sable qui étaient les mêmes grains de sable que ceux du jardin de Simone Weber également. Le lien est établi. Cette expertise permet au juge Thiel de renvoyer Simone Weber devant les assises pour assassinat. Et en janvier 1991, après 6 semaines de débat, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle condamne Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle. La fameuse peinture bleue de l'affaire Weber. Nadine Mera, comment comparez-vous deux peintures? Alors, pour les peintures, le protocole est un peu différent des fibres, mais le raisonnement est le même. Donc, premier examen, toujours le stéréomicroscope. Ça va nous permettre d'examiner la peinture, de voir si elle est mate, brillante, si elle est monocouche ou multicouche, si elle présente un support ou non, et de déterminer la meilleure façon de préparer la peinture pour l'examen. Donc vous procédez par élimination, et ensuite, si les peintures, si ça correspond? Alors, si au niveau de l'examen, les peintures sont identiques, on va pratiquer l'analyse par spectrométrie infrarouge et on va déterminer le type de peinture. Donc, par exemple, sur ce spectre, on peut voir 2 types de peintures différentes. Hein, il y en a une ici qui est une alkyd et l'autre est une nitrocellulose. Donc ça, c'est caractérisation du type de peinture. Mais le plus important pour la comparaison, c'est qu'avec ce spectre infrarouge, on pourra dire si une peinture est différente ou non. Si le spectre est infrarouge, si les spectres infrarouges sont différents, on peut dire avec certitude que les peintures sont différentes. Si les spectres infrarouges sont identiques, on poursuit notre protocole avec d'autres techniques. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, on peut faire le raman, qui est une technique qui est non destructive et qui permet d'avoir des informations sur le pigment organique. Le pigment organique, on ne peut pas avoir l'information avec le microscope électronique. Et en infrarouge, parfois, on peut voir quelques bandes relatives au pigment, mais la quantité souvent est assez faible, donc on n'aura pas cette information. Donc, c'est possible de le faire avec le raman. Est-ce que vous pouvez dire à 100% que ça vient de la même peinture, ces éléments? Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui peut gêner votre analyse? Alors, ce qui peut gêner les analyses, par exemple, dans les graffitis, les tags, c'est la présence du support. Parce que souvent, la peinture au sol va s'imprégner dans le support et on a parfois des difficultés à avoir l'information uniquement de la peinture parce qu'il y a un mélange entre la peinture et le support. Et Madame Mera, quand vous rendez vos conclusions à un magistrat, à un enquêteur, c'est quand même assez difficile à comprendre. Comment est-ce que vous arrivez à expliciter le spectre? Bon, on voit des couleurs, mais comment est-ce que vous explicitez ça? Alors, on fait une synthèse de tous nos résultats et on met les spectres éventuellement en annexe, mais surtout, c'est la synthèse et la conclusion qui est la plus importante pour le magistrat. Quelques grains de sable, des poussières de terre restées accrochées à une pelle, à une paire de bottes ou à des pneus de voiture peuvent également être analysés et comparés pour confondre un criminel. Jean-Paul Lecomte croyait avoir pensé à tout, sauf à ses pneus de vélomoteur. Août 2002, près d'Amiens, les gendarmes découvrent le corps d'une jeune fille sous une camionnette. Elle a été violée. Le corps de la victime est en position allongée, en partie sur le dos, avec un bras, il me semble que c'est le bras droit qui est remonté. Il y a une trace quand même
coupure sur l'avant-bras droit. Ça, c'est un geste d'autodéfense. La gamine a certainement voulu se protéger de son agresseur. La victime s'appelle Christelle Dubuisson. Les gendarmes sont inquiets. Une autre jeune fille, Patricia, a déjà été tuée 6 semaines plus tôt. Elle avait été violée et retrouvée dans un champ. Ça peut être effectivement le tueur solitaire qui a son terrain de chasse dans ce créneau-là et qui attend la nuit, il cherche sa proie et dès qu'il a l'opportunité de passer à l'acte, il passe à l'acte. Christelle, Patricia, s'agit-il du même tueur? Pour l'instant, l'enquête sur la mort de Patricia ne donne rien. Pour Christelle Dubuisson, les gendarmes disposent de la camionnette sous laquelle le corps a été retrouvé. Le véhicule a été volé et il est maculé de traces de sang. On s'est dit, on a un élément avec lequel on va pouvoir travailler. Recherche d'empreintes, recherche d'ADN. On s'est dit, on va voir quelque chose. Tout ce qui pouvait être démonté, le volant, le tableau de bord, tout ce qui pouvait être démonté, c'était démonté. Rien. Rien. Le meurtrier a pris ses précautions. Il a pris le temps d'effacer toutes ses traces ADN. Mais il a peut-être laissé son ADN sur les vêtements de Christelle. Ils sont analysés à Nantes, à l'Institut français des empreintes génétiques. Mais dans un premier temps, cela ne donne rien non plus. C'est l'ADN de Christelle, l'ADN de Christelle, l'ADN de Christelle. Là encore, sur des zones de lutte, poignets, les épaules, le col, puisqu'effectivement il y a une lutte dans ce fourgon, nous n'avons aucune trace biologique étrangère à la victime. Dommage. En revanche, sur les vêtements de l'autre jeune fille, Patricia, les experts finissent par dénicher une tache minuscule. Quand on extrait l'ADN de ces prélèvements, on obtient un mélange d'ADN, celui de Patricia Leclerc et une empreinte génétique masculine qui, à ce moment-là, est inconnue. Inconnue? Pas pour longtemps. L'ADN finit par matcher avec celui d'un certain Jean-Paul Lecomte. Il a déjà été condamné pour viol à 17 ans de prison. Il en est sorti seulement 2 mois avant le meurtre de Patricia. Alors, le 25 novembre 2002, Jean-Paul Lecomte est arrêté chez lui, à Méholt. On l'a accueilli au saut du lit, comme on dit, et puis il a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait. Jean-Paul Lecomte est placé en garde à vue. Il est interrogé sur le meurtre de Patricia, mais aussi sur celui de Christelle. L'homme nie tout en bloc. Quand j'ai montré la photo de l'autopsie, il a souri. Comme s'il en prenait un plaisir à regarder. Il a souri. Pour le meurtre de Patricia, les gendarmes ont une preuve génétique. Mais pour Christelle, c'est plus compliqué. D'autant qu'un ADN masculin a bien été retrouvé par l'expert sur les sous-vêtements de Christelle. Mais ce n'est pas du tout celui que les gendarmes attendaient. Elle nous informe qu'elle a mis en évidence une trace de sperme de M. Pierre Dubuisson, donc le père de Christelle Dubuisson. C'est un choc. C'est un choc, on se dit, parce que Lecomte est déjà arrêté. Pierre Dubuisson est aussitôt arrêté. Il est désormais soupçonné d'avoir abusé de sa fille avant de la tuer. Dans un premier temps, il refuse de s'expliquer. Mais à la dernière heure de la garde à vue, Dubuisson craque. Il abusait bien de sa fille. Il dira qu'il y a eu un certain nombre de gestes qui ont entraîné les traces ADN qu'on va retrouver sur les sous-vêtements de Christelle. Il y a eu des actes qui sont des actes à connotation sexuelle. Incestueux, oui, mais pas parricide. Il n'a pas tué sa fille. Il y a un élément objectif. Pierre Dubuisson n'est pas titulaire du permis de conduire. C'est un homme qu'on n'a jamais vu au volant d'une voiture. C'est un homme qui n'est pas connu pour conduire sans permis. Aller voler une camionnette à Bucquois, la ramener à Villers-Bretonneux et donner la mort à sa fille, ça paraît incohérent. Alors, qui a volé cette camionnette? Les gendarmes savent qu'elle appartient à une entreprise de BTP et qu'elle a été volée la veille du meurtre sur le parking de l'entreprise. Un voisin a été témoin du vol.
il sort de chez lui pour fermer ses volets. Il voit un cyclomotoriste arriver, rentrer dans la cour de la Société de l'Ambre. Et puis, il voit ce même individu au volant du fourgon repartir, mais là, dans l'autre direction, dans la direction du centre de Bucquoy. Or, les gendarmes ont trouvé chez Jean-Paul Lecomte un cyclomoteur. Ils le présentent immédiatement aux témoins du vol. Nous avons demandé aux témoins de ne pas regarder. Pas regarder ce qui se passait. Et on a fait passer les cyclomoteurs. Et à un moment donné, il nous a dit, s'il y en a un, c'est celui-là. Donc là, on avait un témoin, c'était quand même important qu'il reconnaisse déjà le bruit et qu'il reconnaisse le cyclomoteur. Jean-Paul Lecomte, sur ce point du cyclomoteur, va dire il ne fonctionne pas. À la limite, Jean-Paul Lecomte peut parfaitement dire j'ai un cyclomoteur, je l'ai réparé à ma sortie de prison, je l'utilise de temps en temps. Ça n'établit absolument pas sa culpabilité dans le dossier de Christelle Dubuisson. Mais il va mentir sur quelque chose qui est complètement anodin. Il est verbalisé pour un défaut d'assurance par un gendarme à une trentaine de kilomètres. Donc ça veut dire que le cyclomoteur il sort et que le cyclomoteur il fonctionne. Mais un autre élément va enfoncer le compte. Le juge d'instruction demande une expertise des roues du cyclomoteur. De la terre est prélevée, elle est comparée à celle du revêtement du parking où était garée la camionnette. Bingo, la terre est rigoureusement la même. Lecomte n'y avait pas pensé. Il sera reconnu coupable et condamné pour le meurtre de Patricia et celui de Christelle à la perpétuité. Valérie Guetta, vous êtes géologue et expert en criminalistique. Vous travaillez d'ailleurs dans le même bureau que Nadine Mera. Dans l'affaire Lecomte, en quoi a consisté l'expertise? L'affaire Lecomte a une approche assez simple, puisqu'il s'agit de comparer un revêtement, donc un granulat. Celui du parking. Celui du parking, qui va avoir une composition qui est spécifique, et il va falloir le retrouver dans le prélèvement qui a été effectué sur les roues du scooter. L'analyse est facile dans ces cas-là? Oui. L'analyse est facile, si vous permettez, je vais vous montrer. Oui. Donc, dans un granulat qui est naturel, vous allez avoir des spécificités de couleur, de composition. Là, vous avez les phénocristaux qui sont visibles, donc vous allez pouvoir décrire correctement ce granulat. Qu'est-ce que c'est les phénocristaux? Les phénocristaux, ce sont des cristaux qu'on voit à l'œil nu, ou en tout cas à un grossissement assez faible. Donc vous avez des paillettes de mica et ça va caractériser le matériau. Voilà. Une fois que vous avez caractérisé ce matériau, il est simple de le retrouver de manière plus précise dans le prélèvement qui vous est soumis de questions. Et vous pouvez être formel? Oui, dans ce cas-là, vous avez un matériau spécifique, donc qui est bien caractérisé, bien connu. Vous avez l'échantillon de questions qui a été prélevé sur le cyclomoteur. Alors, en l'occurrence, peut-être une petite motte de terre. Vous allez essayer de retrouver dans cette petite motte de terre, cet élément caractéristique qui est le revêtement du parking. En l'occurrence, vous voyez que je les trouve puisque vous avez le même type de granulat piégé dans cette petite agrégat retrouvé sur les pneus du cyclomoteur. Quand on vous demande une analyse de terre, comment procédez-vous? L'analyse de terre, nous recevons des échantillons. Vous avez ici en exemple 3 échantillons issus de 3 endroits différents et on va commencer à caractériser un échantillon de terre par des aspects macroscopiques, donc des macro-caractères, comme en l'occurrence par exemple une terre de sous-bois où vous avez des feuilles, une litière fraîche, etc. Si vous permettez, j'ai un échantillon de terre présentant un certain nombre de macro-caractères qui vont être essentiels à la description. Donc cet échantillon de terre, on va en décrire son organisation. Ici, il s'agit d'une structure particulière organisée sous la forme de petits grumeaux, de petits agrégats qui sont sphériques. Tous ces éléments-là, on va les décrire et après, on va aller vers de l'optique, vers la microscopie. C'est grossi combien de fois là? Là, c'est un échantillon à l'œil nu. Mais je vais vous faire voir le même échantillon, le même agrégat observé
donc à un plus fort grossissement. Donc là, on va rentrer dans l'organisation même de ce petit agrégat. On va descendre un petit peu et on va voir qu'il y a un certain nombre de minéraux qui apparaissent, qui constituent une petite boule. Et ces minéraux sont liés par une matière organique non structurée dans notre cas, puisque cette matière organique, on ne peut pas la décrire. Voilà. Et pour la connaître mieux, cette matière organique, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, cette matière organique, on va la briser. Cet agrégat, on le brise. Et on va voir comment l'organique se lie à la matière minérale. En l'occurrence, vous voyez, un petit agrégat qu'on écrase. En fait, il ne reste pas de matière organique. Elle n'est pas structurée, elle n'est pas accessible et on va avoir un échantillon essentiellement minéral. Après, quand on passe à l'analyse supérieure ou plus affinée, qu'est-ce qu'on prend comme matériel? On va prendre des diffractomètres, des appareils de fluorescence X, des appareils d'infrarouge. Donc, en fait, ce sont des appareils qui vont donner des spectres. Quelle indication va vous donner ce spectre? Il va vous donner une indication sur la composition minéralogique, c'est-à-dire tout le cortège minéralogique, tous les minéraux qui sont présents dans la Terre. Donc, vous avez à l'écran le spectre, par exemple, du granulat que nous avons trouvé sur le revêtement de la voirie, donc en l'occurrence le parking. Et donc là, nous allons comparer les granulats trouvés sur le pneu du cyclomoteur et on voit que cette minéralogique est identique. Là, on est dans la situation idéale, vous avez beaucoup de terre à analyser. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, vous avez deux choses, vous l'avez dit, là j'ai une quantité importante de matière, mais on a le cas où on a très peu de matière et en plus auquel on peut ajouter une plus grande difficulté, c'est-à-dire où on n'a pas de spécificité, de marqueurs qui permettent effectivement de faire un rapprochement significatif. Donc peu de terre, très peu d'échantillons, ça sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'affaire Chanal? Oui, tout à fait, parce que la pelle qui a été soumise à mon analyse, la terre brute qui restait encore sur la pelle, il y avait moins d'un demi-gramme de matière sur cette pelle. Une affaire qui a duré 15 ans et qui remonte aux années 80. L'adjudant-chef Pierre Chanal est suspecté de l'assassinat de 8 jeunes gens, les disparus de Mourmelon. Certains faisaient leur service militaire dans la même caserne. Soupçonné aussi du meurtre d'un jeune touriste retrouvé enterré sur les bords de la Nationale 44. Comme les autres, il faisait de l'autostop. Juillet 1988. Une patrouille de gendarmes repère un combi vert, garé à l'abri des regards. Un contrôle de routine. Le conducteur est un militaire, il s'appelle Pierre Chanal, ses papiers sont en règle. L'un des gendarmes inspecte l'intérieur du véhicule. Dans la camionnette, à l'arrière, il aperçoit un homme allongé. Quand la couverture a glissé, j'ai vu qu'elle était ligotée donc, au niveau des chevilles, des poignets et surtout au niveau du cou. Elle était enchaînée au niveau du cou. C'est là que ça m'a paru bizarre. Il s'est mis à genoux par terre, sur le goudron, en disant « Sauvez-moi, sauvez-moi » en anglais. « Sauvez-moi, sauvez-moi, il va me tuer ». Et c'est là qu'on a compris ce qui se passait réellement. Les gendarmes viennent sans doute de sauver Balázs Falvey, un jeune touriste hongrois. Après 20 heures de séquestration et de sévices, il est persuadé d'avoir échappé à la mort. Il ne pouvait pas me relâcher comme ça dans la rue, alors que je connaissais son visage, sa voiture et tout. C'est difficile à croire. Moi, je dis non. Pierre Chanal est aussitôt arrêté et un détail intrigue les gendarmes. Je tenais les documents professionnels de ce monsieur, du conducteur. En retournant la carte, j'ai vu qu'il était affecté donc à Fontainebleau. Et juste avant Fontainebleau, il était affecté sur Mourmelon. Mourmelon, la caserne où 7 appelés du contingent ont disparu. Le gendarme prévient ses collègues en charge de l'affaire qu'il a arrêté un homme suspect, un homme qui a le profil idéal. Chanal, ancien adjudant-chef du 4e régiment de dragons. 4 disparus viennent du 4e régiment de dragons. Pierre Chanal, qui a toujours des attaches à Mourmelon et qui se trouve présent à Mourmelon au moment de toutes les disparitions. Pierre Chanal, qui est un pervers sexuel, homosexuel, qui se cache. Pierre Chanal, qui séquestre un jeune homme qui n'est pas un appelé, qui est un autostoppeur, donc qui prend des autostoppeurs, qui est un autostoppeur qui l'a violé, etc., etc. Les gendarmes et les juges ont clairement celui qui est coupable
C'est une évidence absolue pour tous ceux qui connaissent ce dossier. C'est pas parce qu'il colle au profil, c'est parce qu'il est le profil. Pierre Chanal récuse ce portrait et clame son innocence. Alors il faut des preuves, mais des preuves concrètes, les gendarmes n'en ont pas. Seule certitude, Chanal est à chaque fois présent tout près du lieu de la disparition. Ainsi, début août 1987, Chanal est en vacances. Il sillonne les mêmes routes que Trevor O'Keeffe, un autostoppeur irlandais, retrouvé enterré et étranglé sur le bord de la Nationale 44. Mais les gendarmes cherchent l'élément matériel incontestable pour relier Chanal à tous ces disparus. Je dis obligatoirement, ce type-là va avoir laissé quelque chose. Obligatoirement, il y a quelqu'un qui va craquer, qui va nous parler, et puis rien. Rien, malheureusement rien. Rien. Mais il y a le combi Volkswagen. Un expert l'inspecte et effectue des centaines de prélèvements. Pierre Chanal était à côté de moi pour regarder les prélèvements. Il était attaché, enchaîné, bien entendu. Il y avait un chien d'attaque, des gendarmes partout avec des pistolets mitrailleurs. Il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 30 personnes, 40 personnes. Et je suis resté 2 jours à explorer, vider le combi, à faire les prélèvements à l'intérieur. Donc j'ai trouvé de nombreux cheveux, plusieurs centaines de cheveux à l'intérieur, de nombreux objets également qui ont été saisis, mis sous scellé. Loïc Le Ribot affirme que des cheveux sont différents de ceux prélevés sur la personne de Pierre Chanal, donc ne lui appartiennent pas, et que parmi l'ensemble des cheveux découverts immédiatement dans le combi, 6 cheveux sont de classes différentes. Mais à l'époque, impossible d'en dire plus. Les analyses ADN ne sont pas encore pertinentes sur un simple cheveu. Dans le bric-à-brac du véhicule, pourtant, l'expert s'intéresse à un autre objet, une pelle pliante couverte de terre. On m'a demandé de faire une analyse comparative entre cette terre et la terre de l'endroit où le jeune Trevor O'Keeffe, son corps, avait été découvert. Et la conclusion, c'était que les 2 terres étaient identiques. Par conséquent, la pelle de Pierre Chanal a servi à creuser la tombe de Trevor O'Keeffe. Enfin quelque chose. Mais l'expertise se trouve dans le dossier Trevor O'Keeffe, instruit à part au tribunal de Saint-Quentin. Et elle est oubliée. 7 ans plus tard, le nouvel avocat de la famille de Trevor, Éric Dupond-Moretti, ressort l'expertise. La méthode utilisée dans cette expertise est maintenant contestée. Et les fragments de terre prélevés sur le lieu de la découverte du corps sont introuvables. Il y a un certain nombre de carences, de lenteurs auxquelles nous sommes habitués. Enfin, de ce niveau-là, c'est du jamais vu. Fin des années 90, la science a avancé. Finalement, c'est l'expertise génétique sur les cheveux retrouvés dans le combi qui vont confondre Pierre Chanal. C'est le seul élément, je dirais, de l'accusation dans cette affaire. Puisque le juge d'instruction a très bien noté qu'en fait, le problème dans ce dossier, c'est qu'à aucun moment, on ne peut rapporter la preuve d'un lien direct entre Pierre Chanal et les disparus. Le seul élément qui pourrait corroborer cette hypothèse, ce sont cette fameuse expertise génétique, pour 3 d'entre eux. Résultat, Trevor O'Keeffe et 2 des appelés sont bien passés dans le véhicule de Pierre Chanal. L'adjudant-chef est renvoyé en 2002 devant les assises pour la séquestration et l'assassinat des 3 derniers disparus. Pour les 5 premiers, c'est fini. Le juge déclare un non-lieu pour manque de preuves. Pourtant, Pierre Chanal ne sera jamais jugé. Il a préféré se suicider. Valérie Gouetta, en 1997, c'est vous qui avez fait une nouvelle expertise, la dernière expertise de la terre dans l'affaire Chanal. Comment avez-vous procédé? J'avais à ma disposition la pelle et un peu de matière qui restait sur cette pelle et en fait différents prélèvements concernant des lieux que M. Chanal désignait pour avoir utilisé cette pelle. Voilà ce qui m'a été soumis en comparaison. C'est-à-dire qu'on voulait comparer la terre qu'il y avait sur la pelle, à savoir si c'était identique à la terre de la tombe de Trevor O'Keeffe. Et sur la pelle, il y avait beaucoup de terre?
Il n'y avait pas beaucoup de terre, il y avait donc en fait moins d'un demi-gramme de matière. Donc en fait mon analyse de terre, je l'ai pris plutôt dans le sens où je vais caractériser les lieux qu'il désignait pour les avoir utilisé cette pelle, et je vais voir si je trouve des caractères qui peuvent être mis en évidence sur l'échantillon de terre qu'il me restait. Il s'avérait que les lieux qu'il désignait étaient très caractéristiques, riches en coquillages, et en fait ces éléments-là, je ne les retrouvais pas dans le demi-gramme de terre qui y restait. Donc quelles ont été vos conclusions? Les conclusions en fait excluaient les lieux qu'il désignait, se rapprocher du lieu de la tombe de Trevor O'Keeffe sans pour autant donner un caractère fort à ce rapprochement, puisque j'avais moins d'un demi-gramme de matière. Donc en fait, c'est une orientation supplémentaire. Si le président de la cour d'assises vous avait posé la question et il vous l'aurait posée, quelles sont vos conclusions? Eh bien, en fait, mes conclusions étaient que les lieux que M. Chanal désignait pour avoir utilisé sa pelle ne correspondaient en rien à la terre qu'il avait sur sa pelle. Mais par contre, il y avait un rapprochement possible entre ce demi-gramme de terre sur certains caractères qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont présents par rapport à la tombe de Trevor O'Keeffe. On a fait appel à vous dans l'affaire Chanal. Est-ce qu'aujourd'hui, les magistrats font appel à vous régulièrement? Peut-être moins aujourd'hui, puisqu'il y a des axes très forts sur les indices d'ADN. Il faut savoir que les enquêteurs, effectivement, cherchent à identifier un individu et les traces papillaires ou les traces ADN apportent un nom sur l'indice. Par contre, les éléments de terre, on l'a vu dans l'affaire Lecomte, pouvaient effectivement valider, conforter un scénario et valider par exemple un témoignage. Quand est-ce qu'on vient vous chercher? Quand on a épuisé toutes les possibilités? Non, on ne vient pas, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, sur une scène d'infraction, les personnes qui sont habilitées ou compétentes dans la gestion de cette scène-là sont censées prélever tous les indices pouvant effectivement être analysables et ensuite donner en fait une indication sur la présence d'un suspect ou d'un véhicule, enfin, en présence de suspect sur un lieu. Effectivement, il m'est arrivé souvent d'avoir des scellés de terre oubliés et que dans le cadre de réouverture de dossier, je puisse retravailler sur des prélèvements vieux de 14 ans. Et découvrir quelque chose? Et apporter des éléments en matière de rapprochement par rapport à un lieu d'origine. Oui. En fait, la Terre est inaltérable. La Terre, en fait, en tout cas, ne bouge pas trop à l'échelle humaine et donc, en fait, peut être bien conservée et peut être analysable plusieurs années après. La microanalyse offre de multiples ressources aux enquêteurs. Lorsqu'un criminel récidiviste ou bien informé pense avoir effacé toutes ses traces, alors il reste l'infiniment petit pour le confondre. Une fibre, de la terre, un grain de sable capable d'enrayer le plan le plus machiavélique et le mieux ficelé de l'assassin.